C'est une sorte de funambule, le conteur. Je le vois très bien en équilibre sur son fil. Il était au degré zéro de l'éloquence, il était incandescent. Ah, ça, j'ai trouvé ça formidable. Être incandescent. Il y a des conteurs qui sont incandescents. Eh bien, peut-être commence par là, le conteur incandescent. Non, mais c'est vrai, c'est une belle image, je trouve. C'est exactement ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire un conteur incandescent? Ben, un conteur qui est habité par son histoire et qui la fait rayonner autour de lui. Tu vois, il la donne au public, c'est un acte généreux, donc ça rayonne, c'est quelqu'un qui est lumineux, qui, même si son histoire est terrible et dramatique, il y a une flamme dans ce regard, il est habité. Voilà, ça c'est ça, je crois, être incandescent pour moi. Tu l'as déjà été? Je l'espère, on ne sait jamais, on ne se voit pas soi-même, mais enfin, comme souvent je constate, disons, l'attention du public et surtout des enfants, je me dis que peut-être ça a marché. L'art de conter, c'est l'art de se rendre invisible quelque part, de devenir transparent. C'est-à-dire donner à voir l'image de l'histoire, donner à voir ce qu'on raconte. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. D'ailleurs, j'ai appris, grâce à un de mes stagiaires, que dans un pays lointain, j'ai un peu oublié lequel d'ailleurs, avant une séance de conte, il y a des rituels. Et le public demande au conteur, il lui dit « vois pour que nous voyons ». Mais ça, c'est absolument magnifique, c'est le secret, c'est exactement ça. Parce que j'ai remarqué, si on ne voit pas les choses dont on parle, les gens ne les voient pas non plus, ils ne savent même pas de quoi on a parlé. Dans le répertoire que tu choisis de conter, y a-t-il des histoires que tu as depuis très très longtemps et les images qui viennent ont-elles changé? Ben, les histoires, elles ont peut-être tendance à évoluer, mais quand même, quand on les raconte souvent, il y a des choses qui se fixent, qu'on le veuille ou non, hein. Même les formulations. C'est pas du par cœur, mais on a trouvé ça, on est à l'aise dans cette parole-là, donc elle se fixe d'elle-même et on la retrouve par la suite. Oui, il y a des histoires que je raconte depuis très 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 longtemps. Ben, disons, mon histoire de prédilection, que je n'ai pas forcément choisie d'ailleurs, c'est La Belle et la Bête, sous toutes ses formes. Ça, c'est vraiment le conte de ma vie. Mais je suis persuadée de plus en plus que chacun d'entre nous, conteur ou pas, a une histoire qu'il attend au coin du bois, qui est fait pour lui, enfin une histoire qui le concerne intimement, qui lui parle, qui le touche au plus profond de lui-même, dans son subconscient peut-être. Moi je ne cherche pas à savoir pourquoi, mais La Belle et la Bête, je ne peux pas y échapper. Il n'y a rien à faire. Chaque fois que je tombe sur une version de La Belle et la Bête, je suis interpellée, j'ai envie de la raconter. Je ne sais pas, c'est très étrange. Et justement, c'est la première histoire que j'ai racontée. Ah, carrément! Ah oui, donc c'est une vraie histoire d'amour alors là! Oui, c'est très étrange. À l'époque, comme j'avais fait un peu de théâtre avant, je ne savais pas quoi faire. J'ai donc appris par cœur, j'ai restitué le texte tel quel, à une virgule près. J'aurais pas eu l'idée de faire la moindre modification. Ce qui fait qu'un jour, je me rappelle par la suite, il y a une universitaire là qui venait au Clio qui m'a dit « Oh, vous parlez comme un livre ». J'ai compris que ce n'était pas un compliment, bon, et puis j'ai fini par m'apercevoir, en fait un conteur il est libre de sa parole et je pense qu'il faut raconter de façon personnelle, enfin j'en suis persuadée, sauf si on tombe sur une version parfaite qui nous inspire parfaitement, quoi.
Moi, je n'aime pas donner d'explications, j'aime pas enfoncer le clou. J'ai remarqué que dans les contes africains, au contraire, les Africains, ils donnent toujours presque pas une leçon de morale à la fin, mais ils insistent. Mais moi, je trouve que je fais confiance au public. Je pense que les gens sont assez intelligents pour tirer ce qu'ils veulent de cette histoire. Il y a toujours un enseignement à tirer des contes. C'est ça qui est merveilleux. Ce qui fait le conte, c'est un divertissement plein d'enseignements, quoi. C'est ça. Ça, c'est absolument splendide. C'est la différence avec une histoire. Enfin, c'est la différence que moi je fais en tout cas. Parce qu'une histoire, c'est plus anecdotique, ça peut être passionnant, magnifique, mais ça n'a pas cette profondeur. En fait, moi je dis dans les contes, il y a toute la sagesse du monde, ça c'est évident. Et qu'est-ce que toi tu penses que tu apportes à cette histoire? Si c'est l'histoire de ta vie, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Ben, oui, mais je sais pas. Qu'est-ce que j'apporte? Ben, je l'ai reconstruite, je l'ai un petit peu réinventée, je l'ai imagée, si je puis dire. Enfin, je la vois, je vois les personnages et j'ai situé peut-être les choses différemment. Enfin, j'ai quand même mis un petit peu de moi-même dans cette histoire, tout en la respectant. Je respecte le thème, le noyau dur du conte, je le garde bien sûr, hein, mais je l'ai habillé à ma façon. Tu pourrais donner un exemple, quand tu dis j'ai mis de moi-même, un exemple qui ne te dévoile pas trop bien sûr, mais pour qu'on se rende compte de cet apport. Ben, déjà, au début, j'ai ajouté, j'ai ajouté un préliminaire qui n'est pas dans cette version-là, et je ne sais pas si c'est de toi d'ailleurs que je le tiens. Parce qu'il me semble que tu racontais plus ou moins cette histoire. Mais comme par hasard, c'est toujours un reptile dont il est question, hein. Un serpent ou un lézard, enfin c'est toujours un reptile. Peut-être pour ça, c'est peut-être à cause des mus, c'est peut-être pour ça qu'il enlève ses peaux. Enfin ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours un reptile dans les différentes versions. Et donc, je ne sais pas si c'est de toi que je tiens ça, mais moi j'avais beaucoup aimé le fait qu'au début, la reine se désole de ne pas avoir d'enfant. Elle rencontre, enfin à la sortie du château, il y a une vieille femme qui l'aborde et qui lui dit « Oh, Madame la Reine, vous avez l'air bien triste, je connais vos soucis, vous n'avez pas d'enfant. Eh bien, allez au fond de votre jardin. Oui, le jardin. Là-bas, il y a un mur à moitié écroulé. Et sur ce rosier, il y a une rose rouge et une rose blanche. » C'est pas de toi, ça, non? Ça te revient pas, non? Oui, si, c'est une rose rouge et une rose blanche. Ça, mais... Et alors elle lui dit, si vous voulez une fille, mangez la rose blanche, si vous voulez un garçon, mangez la rose rouge. Mais surtout, ne mangez pas les deux. Et puis elle hésite tellement, elle ne sait plus, elle oublie complètement ce que la vieille femme lui a dit, ne mangez pas les deux. Et elle se dit, ben voilà, je vais manger la rose rouge et la rose blanche, et comme ça, j'aurai des jumeaux et tout le monde sera content. Et oui, mais quand elle accouche... elle n'a pas de jumeaux, elle a un fils monstre. C'est un enfant qui ressemble plus à un serpent qu'à un homme. Voilà. Elle ne peut pas résister à son fils. Quand son fils a grandi, qu'il lui demande une épouse, la reine va se sacrifier, c'est elle qui va être obligée, c'est elle qui part en quête. D'ailleurs, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est de se demander qui est le héros de l'histoire. Moi, je me demande si c'est pas la reine, c'est elle qui fait tous les efforts, qui va chercher l'épouse, qui est toujours en danger, car son fils monstre lui dit « Si tu ne me trouves pas une épouse dans les 8 jours, je te mangerai ». Donc c'est quand même risqué. Oui, mais en même temps, elle n'a pas d'évolution manifeste. En tout cas, quelle que soit la façon dont on raconte, qu'on raconte à voix nue, très simplement, ou qu'on raconte avec, comment dirais-je, dans quelque chose de plus spectaculaire, avec des décors, etc., je pense quand même il y a une règle qu'on devrait vraiment respecter, c'est l'authenticité de ce qu'on fait, l'authenticité des contes que l'on raconte, ne serait-ce que par respect pour les peuples qui nous les ont fournis, ces contes. Alors, il y a pour moi une erreur qui est souvent faite. On dit « Oh, mais les contes, c'est intemporel, on ne sait pas où ça se passe, c'est des lieux mythiques, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que les contes sont situés dans le temps et dans l'espace et géographiquement, suivant la version qu'on a choisie. Si on prend une version africaine, on ne va pas trouver la même végétation, les mêmes lieux, etc., que si on prend le même conte à peu près chez les Esquimaux. C'est très important.
Alors, moi j'ai remarqué depuis longtemps, le conte, surtout le conte merveilleux d'ailleurs, il s'appuie sur la réalité. C'est un petit peu comme si on voulait faire pousser des fleurs et que le terreau ne soit pas approprié. Donc il faut se renseigner. Si on prend un conte dans une culture étrangère lointaine dont on ne connaît pas grand-chose, il faut faire attention, se renseigner ou s'assurer de l'authenticité de sa version et s'y tenir. Parce que sinon, on va faire des erreurs qui seront forcément relevées. Alors là, on perd complètement la face. En tout cas, il faut veiller, et ça je préviens toujours là-dessus, qu'on doit s'appuyer sur des choses réelles et vérifiables. Des choses de la vie courante. On ne mange pas la même chose dans tous les pays du monde. L'habitat, il n'y a rien de plus traître que l'habitat. Parce que justement, un tipi n'a pas de porte, une yourte en a une, etc. Les maisons japonaises, autrefois, ne ressemblaient pas aux nôtres. Si on parle d'un grenier, on va être... Vous voyez. Bon, alors, ce que je trouve... il faut se renseigner. Ou alors, ce qui est mieux encore, c'est d'être allé dans le pays en question. Il faudrait, à la limite, il faudrait être allé dans tous les pays dont on raconte les histoires. Ça serait extraordinaire. Moi, il aurait fallu que je fasse le tour du monde. C'est un peu difficile et c'est un peu tard pour y penser. Il y aura toujours quelqu'un pour relever une erreur qu'on a faite. Et ce qui est extraordinaire dans les contes merveilleux, c'est que personne ne trouve à redire, personne ne s'étonne qu'un jeune homme puisse se transformer en oiseau, ça c'est tout à fait normal, mais si c'est pas l'oiseau qui convient pour la suite de l'histoire, ça marche pas. faut toujours s'efforcer de trouver le ton juste et convaincant. Et moi j'appelle ça la spontanéité retrouvée. J'ai trouvé ça, donner l'impression que on invente l'histoire au fur et à mesure, que ça va tout seul, que c'est naturel, alors qu'on a énormément travaillé avant. Bon, moi je ne veux pas faire une parodie. Bon, si on joue de ça pour faire rire les gens, alors ça c'est aussi une tendance de nos jours que je trouve un petit peu déplorable, c'est qu'on imagine qu'il faut absolument faire rire le public. Alors du coup on fait le pitre, on fait des anachronismes et tout pour faire rire les gens. Moi je trouve que c'est une solution de facilité et ça a tendance à tuer l'histoire et on tombe dans la parodie et ça je trouve ça regrettable. Moi je suis pas... En fait, je n'ai jamais cherché à être conteuse, je ne l'avais jamais envisagé. Et je crois, le conte s'est imposé à moi sur le chemin de ma destinée, voilà. Et il s'est trouvé que ça me convenait, j'étais disposée à le servir, j'étais disponible pour m'en occuper, donc ça tombait bien, mais c'est un peu comme une fatalité, quoi, dirons-nous. Alors, je dois dire quand même que le conte, j'adorais les contes quand j'étais enfant, adolescente, j'en lisais énormément. Et mon père, qui était musicien, qui était chef d'orchestre et compositeur, nous racontait, à ma sœur et à moi, il nous racontait les opéras célèbres en chantant les grands airs. Donc, il y a peut-être quelque chose dans la famille, il devait lui aussi aimer raconter des histoires en quelque sorte. Bon, alors après, je ne me suis pas préoccupée du... Je ne pensais pas du tout faire cette carrière-là. J'ai déjà dit que j'étais devenue bibliothécaire très tôt, à 19 ans, mais avant, j'avais beaucoup erré d'une discipline artistique à une autre. Je suis très velléitaire, je ne savais pas trop, j'arrivais pas à me décider. Ce que j'aurais souhaité faire, moi, le plus au monde, enfin, ce qui me passionnait, c'était la danse. Ça, c'est sûr que c'est la danse que j'aurais voulu... Et puis, ça n'a pas pu se faire, parce que la danse, il faut s'y consacrer totalement. J'avais pas du tout sous la main, on était isolés dans un petit village provençal, donc pas question de suivre des cours de danse. J'en ai suivi un petit peu à Nice une fois, un peu à Grasse, mais bon, j'ai pas pu continuer, et puis après j'étais trop grande, enfin bref, ça s'est mal engagé. Alors je me suis rabattue sur le théâtre, là je m'y suis préparée un petit peu, et puis c'est pareil, ça n'a pas abouti, parce que quand j'ai eu 19 ans, en fait mes parents voulaient bien que je fasse du théâtre, mais à condition d'entrer au conservatoire et en vue peut-être d'intégrer un jour la Comédie Française. Ça c'est les parents qui sont comme ça, voilà. Alors j'avais un problème de limite d'âge, enfin bref, de toute façon, quand j'ai eu 19 ans, mes parents m'ont fait comprendre qu'il fallait que je gagne ma vie, ils étaient très désargentés, il fallait encore assurer l'avenir de ma sœur, donc c'était à prendre ou à laisser. Ils m'ont trouvé un poste en bibliothèque jeunesse, une bibliothèque pour la jeunesse spécialisée, et donc je suis devenue bibliothécaire sans rien connaître à ce métier, j'ai tout appris sur place. Mais je dis que c'était peut-être quand même un signe du destin, parce que
curieusement, dans les bibliothèques pour la jeunesse, on peut être amené à raconter des histoires. Si je n'avais pas été bibliothécaire pour les enfants, peut-être je n'aurais jamais raconté. C'est ce qui m'a donné l'occasion d'essayer, en tout cas, et de me lancer là-dedans. Donc c'est peut-être une bénédiction qu'il m'ait été donné cette possibilité de devenir bibliothécaire. Au début, je ne pensais pas du tout poursuivre pendant longtemps. Je me disais, je suis là pour 6 mois, 1 an. En fait, je suis resté 40 ans dans les bibliothèques, voilà. Mais il faut bien vivre, et puis c'est quand même un métier assez passionnant. Et puis vivre au milieu des enfants, même quand ils sont insupportables, comme c'était presque tout le temps le cas dans mes bibliothèques. J'étais dans des quartiers dits sensibles, j'avais beaucoup de problèmes avec le public. Eh ben, ça forme, c'est très très bien pour pouvoir raconter par la suite. On a quelquefois des publics à risque, on a des séances très difficiles, et ben au moins là, on sait comment réagir. Là, j'ai découvert le pouvoir de la parole, avant même de compter. Et puis, donc, étant bibliothécaire, j'ai donc suivi ces 2 stages, là, le stage à l'Heure Joyeuse et le stage à Clamart. Et puis aussi, à Clamart, elles ont imaginé, est-ce que c'est elles ou est-ce que c'est Bruno de la Salle qui leur a suggéré, de faire des journées de sensibilisation au conte pour des bibliothécaires de France et de Navarre. Donc il y avait toute une série de bibliothécaires qui étaient là. Et c'était des séances, il fallait raconter, il fallait faire des démonstrations. Et comme on était très très peu à l'époque, qui racontait à part Bruno qui avait commencé, Bruno de la Salle, il avait commencé à raconter un petit peu à la vieille grille, il a d'abord je crois raconté ses rêves et ensuite des contes traditionnels qu'il modernisait, enfin comme le Petit Chaperon Rouge. Mais qui racontait très très peu. Enfin, il y avait quand même Nasser Kémir qui est venu 1 ou 2 fois, Mathilde Le Riche est venue raconter là aussi, et puis il y avait Mohamed Belalfaoui à l'époque, conteur algérien qui est mort maintenant, et moi, et puis Evelyne Sévin. C'est là que j'ai rencontré aussi Evelyne Sévin, on a commencé ensemble. Alors donc on racontait, on faisait une démonstration, et un jour, Bruno de la Salle se trouvait là, il m'a remarqué, et c'est comme ça que tout est parti. Parce que quelque temps après, il m'a invité à la première rencontre de conteurs à Vannes, en Bretagne. Une rencontre qu'il avait organisée, lui, c'était en 1977. On était vraiment une poignée, il y avait déjà le théâtre Bretel à l'époque. On était vraiment très très peu. Et on a passé une semaine à raconter non-stop, tout le temps. On racontait du matin au soir, sans arrêt. On a fait quelques sorties, on a même raconté un petit peu dans la rue, mais c'était vraiment entre nous. On racontait de façon ininterrompue, pourrons-nous dire. Voilà. Alors pour moi, ça a été une découverte. Puis en plus, moi, quand Bruno de la Salle m'a proposé ça, je me disais comment, mais je connais 2 histoires. Une rencontre de conteurs, ça m'a un petit peu épouvantée. Je me suis dit, mais je vais me couvrir de ridicule. Donc du coup, je me suis mise très très vite à travailler 7 ou 8 histoires et à les apprendre parce que je voulais pas être... je me suis dit de quoi j'aurais l'air si j'arrive avec 2 histoires. Alors ça a commencé, ça a été le début de mon répertoire, on pourrait dire, voilà. Mais là, c'est pareil, j'apprenais tout par cœur, enfin je savais pas comment faire. Comme par hasard, quand on commence à se montrer, il y a eu des contacts qui ont été pris avec des bibliothécaires qui me disaient « Vous viendriez pas dans ma bibliothèque à tel endroit, en banlieue, ça serait bien ?» Alors je disais oui, peut-être imprudemment. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à devenir une conteuse itinérante. J'allais d'un endroit à l'autre et puis voilà, c'est comme une toile qui s'est tissée, comme une toile d'araignée qui s'est tissée. Moi je ne proposais rien, les gens me proposaient des choses comme ça. Et puis le bouche à oreille, ça fonctionne. Dans les bibliothèques, il y a des réseaux, les gens se recommandent d'autres, enfin ils m'ont peut-être recommandé d'une bibliothèque dans l'autre. En tout cas, j'ai beaucoup raconté dans les banlieues à cette époque-là. Et puis après, ça s'est même diversifié, j'ai commencé à aller en province. Voilà. Et donc après, ça n'a plus arrêté, alors que je n'ai pas cherché du tout j'ai pas cherché des débouchés, ça s'est fait presque tout seul, quoi. Donc on peut dire que tu fais partie de la première génération des conteurs, des nouveaux conteurs. Je pense, oui. Notre chère Mimi Barthélémy, qui a fait une conférence à l'âge d'or peu avant sa mort, m'a interpellée comme ça en plein milieu de la conférence. Elle me dit « Tu te souviens, Annie, à cette époque-là, mais on était les reines des banlieues », elle me dit.
C'est vrai, on était les reines des banlieues, on courait partout. Bah, il n'y avait pas d'autres conteurs que nous, hein. C'est de toute façon... Tout ce qu'on a fait dans sa vie sert à raconter. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et je suis très contente comme ça d'avoir un petit peu hésité, d'avoir été d'avoir hésité parmi les arts du spectacle notamment. Et je ne regrette pas d'avoir fait tout ça parce que tout m'a servi. La danse pour le rythme, évidemment. Si on n'a pas le sens du rythme, on ne peut pas danser. Donc déjà, ça c'est très important. Moi je pense que pour compter, il faut se servir de son instrument corporel. Je pense que le corps humain, c'est le plus magnifique des instruments qu'on puisse trouver. Il a plein de possibilités. Mais il faut les découvrir, les connaître, et puis savoir s'en servir. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes stages, il y a toujours une petite mise en train vocale, corporelle, etc. Ça me paraît très très important. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis longtemps aussi que le corps exprime plus que la parole. Il ne triche pas. Si le corps et la parole ne sont pas en accord, si c'est contradictoire, le public va croire le corps et pas la parole. C'est fou quand même. Le regard, ça ne trompe pas. Donc on a intérêt à connaître, il y a des tas de paramètres qu'on peut utiliser, les utiliser à bon escient et s'en servir, parce que ça serait dommage, quoi. Alors bien sûr c'est important, les mots qu'on prononce, la narration est importante, mais elle est soutenue par le corps. C'est presque une thérapie quelque part, ça permet d'évacuer, d'exorciser des choses. C'est comme la catharsis pour les Grecs, hein, on connaît, raconter des histoires, aussi bien pour le public que pour le conteur, ça permet en quelque sorte de vivre des pulsions négatives, comment dirais-je, oui, de vivre ces forces obscures par personne interposée. C'est extrêmement salutaire, c'est très sain, quelque part. Je pense qu'on a beaucoup de chance, parce que ça nous... Alors tu les balances sur les gens, hein? Tu balances ça sur les gens. Je balance à travers les personnages, entendons-nous, c'est pas du tout en tant que narratrice, mais dans une histoire, il y a des personnages qui sont terribles, cruels, terrifiants, il y a des sorcières, il y a des ogres, il y a quand même des belles-mères jalouses, épouvantables. À travers ces personnages négatifs, on peut comment dirais-je, oui, extérioriser, faire sortir de soi des pulsions qui ne sont pas forcément bénéfiques et qui peut-être nous empoisonnent quelque part et pèsent en tout cas sur nous. Et on s'en débarrasse de cette façon quelque part. Oui, là tu parles pour toi. Tu hein? parles pour toi, mais moi je te parlais pour le public qui reçoit ça. Ah, mais le public ça peut être la même chose. La catharsis ça marche aussi pour le public. La preuve, les enfants par exemple qui ont peur, ils adorent. Pourquoi ils adorent les histoires de loups qui leur font peur? Ça leur fait beaucoup de bien. Moi je suis persuadée qu'on a besoin de ça. Maintenant, on voudrait que tous les loups soient végétariens, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, alors que la vie est pleine d'embûches, d'épreuves épouvantables. C'est pas une bonne façon de préparer les enfants à l'existence. Je pense que dans les contes, et les conteurs le savaient bien, on a besoin de personnages terribles comme ça, de personnages qu'on va dompter. Ça prouve aux enfants qu'on peut surmonter les difficultés. Comme nous étions si peu nombreux au moment du renouveau du conte, et il n'y avait pas encore de stage, il n'y avait pas de formation, on ne proposait rien aux gens, c'est nous qui avons fait les premiers, qui avons encadré les premiers ateliers, les premiers stages, et j'ai été très très vite mise à contribution. C'est là aussi que les formations de l'âge d'or ont commencé. J'ai toujours pensé d'ailleurs que c'était à l'initiative de Bruno de la Salle, là aussi il faudrait que je vérifie, mais parce qu'il a beaucoup œuvré pour relancer le conte, bien sûr,
Et donc, je me souviens, dès la 2e année, le premier atelier à l'âge d'or a été animé par Bruno de la Salle. Et la 2e année, ça ne suffisait plus, il y avait du monde, donc on a cherché d'autres personnes. Il y a eu Evelyne Sévin à ce moment-là. Et puis moi, dès la 2e année, j'ai été engagée, sollicitée pour animer des stages. Alors évidemment, à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose, j'avoue. Heureusement que j'avais fait un peu de théâtre, je m'y étais préparée, parce que même si le théâtre et le conte sont 2 voies parallèles, sur le plan technique, il y a quand même des points communs, ça peut servir quand même. Puis j'avais travaillé avec des gens tout à fait remarquables, donc ça m'a aidé. Donc j'ai commencé des ateliers à l'âge d'or, et puis assez rapidement des stages. Alors les ateliers qui avaient lieu chaque mois ont duré pendant des années, j'ai animé des ateliers à l'âge d'or, des années, oui. Et puis les stages, bon, ben, il y a eu les stages d'initiation pour les débutants, et puis après, ben, on a vu qu'une fois que les gens commençaient à être formés, ils voulaient aller plus loin, donc on a proposé des stages de perfectionnement. J'en ai animé un certain nombre avec Micheline Denoc d'ailleurs. Et puis moi, j'ai proposé aussi des stages petite enfance, avec mon matériel, mes accessoires, etc. Ça a eu beaucoup de succès, ça a bien marché. Alors, surtout quand on a commencé, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, mais les formations de l'âge d'or, elles sont toujours là, les stages se sont multipliés, il y a de plus en plus de formateurs, et ça marche très bien, donc... Quand on dit, je ne sais pas, un directeur de théâtre ou quoi, ben non, j'ai juste besoin d'une chaise, un petit éclairage éventuellement, non, j'ai pas d'accessoires. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet amateur, mais c'est n'importe quoi. On ne fait pas confiance, vous voyez. Je n'ai rien contre le spectacle, mais est-ce que ça sert vraiment le conte? Est-ce que ça sert les histoires qu'on raconte? Si on distrait trop le public, il entend moins. De toute façon, il y a une règle, on dit toujours, le visuel l'emporte sur l'auditif. Alors, si on met trop de choses autour, des décors, des vidéos, des accessoires, etc., et si on gesticule sans arrêt, je ne suis pas du tout sûr que ça serve le conte. Je ne suis pas sûr. Moi, ça m'est arrivé d'aller écouter des conteurs, j'ai apprécié leur talent, j'ai trouvé... Et puis en sortant, je me suis dit, mais de quoi ils ont parlé au juste? Il ne m'était rien resté de ce qu'ils avaient raconté. Or moi, je trouve qu'un conteur, il apporte une parole qui devrait tout de même toucher les gens... Moi, je suis ravie quand je sors, j'ai des images plein la tête, et puis l'histoire, ben, je m'en souviens, je pourrais la raconter 2 heures après, et puis voilà, il me reste quelque chose, j'ai eu des émotions. Je dis toujours aussi à mes stagiaires, quand on voit trop le conteur, on ne voit plus l'histoire. Ça, c'est le problème. Il faut choisir. Moi, je trouve absolument irremplaçable et magnifique qu'on puisse tenir en haleine son public, pendant plus d'1 heure souvent, avec sa seule parole. Tu viens d'évoquer la spécificité du conteur, tu peux en dire un peu plus? Eh bien, pour moi, la spécificité du conteur, c'est que c'est avant tout un narrateur. Voilà. Un narrateur, et qui doit suggérer, évoquer et faire voir les choses dont il parle. C'est surtout ça. Parce que par rapport au one-man show, j'ai quand même été voir les spectacles de Philippe Caubert et d'autres. Le one-man show, on est au théâtre en quelque sorte, il n'y a pas de narration, c'est une série de sketchs où on fait parler des personnages, c'est très vivant, mais la narration, où est-elle? Il n'y en a pas. Alors pour moi, c'est très très important. Et alors la spécificité du conteur aussi, c'est qu'il est tout seul pour passer d'une chose à l'autre, par exemple de la narration au dialogue, puisqu'il met en scène ses personnages, il doit organiser sa mise en espace, virtuelle naturellement. C'est une sorte de funambule, le conteur. Je le vois très bien en équilibre sur son fil, une sorte d'équilibriste, et qui doit être très vigilant pour ne pas se lancer dans des excès qui risqueraient de le faire tomber de son fil narratif.
quand je dis excès, parce que pour moi, il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans une narration, dans un récit. Il ne faut pas déranger les gens. Une fois qu'on les a emmenés dans l'histoire, ils y sont bien, ils y sont peut-être à l'aise. Si tout d'un coup, on les dérange d'une façon ou d'une autre par des cris intempestifs ou des choses trop d'expression peut-être, eh bien on les fait sortir de l'histoire et c'est bien dommage. Donc il faut toujours trouver la juste mesure. Jusqu'où peut-on aller ? Le conteur, il a un problème de mémoire, bon le comédien aussi bien sûr, mais les comédiens ils sont entre eux sur scène, ils peuvent s'entraider. Le conteur il est tout seul, il ne faut pas qu'il ait un trou de mémoire ou quoi, il est tout seul face au public et il faut qu'il assure évidemment. Et donc moi ce que je n'ai pas dit, je crois beaucoup à l'intérêt des schémas, de faire des schémas. Moi, je me fais un collier de perles pour la structure du conte, pour me souvenir des différents épisodes. Je fais des schémas pour les itinéraires, quand il y a beaucoup de déambulations. Dans les contes merveilleux, il y en a souvent. Ça me paraît très très important de travailler sur schéma. Et qu'est-ce que je voulais dire encore Ah oui, une autre chose qui me paraît importante, c'est de savoir toujours, moi j'ai trouvé un système, enfin, je pense qu'un conte c'est comme un patchwork, qui est fait de différentes natures de textes, comme des tissus différents. J'appelle ça les textures. Et je pense qu'il faudrait toujours qu'on sache dans quelle texture on est. Soit on est dans l'information, donc c'est souvent d'ailleurs à l'imparfait, soit on est dans la narration proprement dite, où il y a beaucoup d'action. Alors moi, je raconte au présent parce que je considère que l'histoire, elle n'existe pas tant que je ne l'ai pas racontée. C'est comme si elle se déroulait au fur et à mesure, au présent, mais aussi à l'imparfait, au passé composé. Mais enfin, je n'utilise pas le passé simple. D'abord, c'est un piège parce qu'on ne le maîtrise pas vraiment tout à fait. Et puis, pour moi, ça éloigne l'histoire et tout est clos, alors que j'aime bien qu'il y ait encore des possibilités de découverte. Et puis, il y a les dialogues. Alors ça, c'est le plus difficile, de faire parler les personnages. On doit les incarner, pas complètement, parce qu'on n'est pas au théâtre. Et pour moi, ce qui est très important, et ce que je vois rarement fait par les autres conteurs, pour moi, un personnage ne peut pas s'adresser au public directement. Parce qu'il est dans son histoire, il n'est pas là. C'est le conteur qui fait le lien, entre le public et le personnage, et qui va dans l'histoire voir ce qui se passe. Mais un personnage ne peut pas interpeller les gens du public, c'est pas possible. Alors ça, c'est très difficile à obtenir parce qu'il y a plusieurs personnages qui se parlent, c'est pas évident du tout, c'est une partie pas facile à gérer, je reconnais. Le conteur doit avoir beaucoup de cordes à son arc. Il peut même être amené à danser éventuellement, peut-être, et puis il peut jouer d'un instrument, bien entendu, mais à condition que l'instrument soit approprié, soit bien choisi, et serve l'histoire, qu'il ne la domine pas trop, qu'il ne la noie pas sous un flot de musique. Tout est question de proportion. C'est vrai que le conte est devenu ma raison de vivre, et je pense que je suis utile d'une certaine manière parce que le conte est bénéfique et c'est une compensation. Ça, je voudrais en parler, je l'ai constaté souvent puisque j'ai eu affaire à des milieux très défavorisés. Le conte peut apporter une compensation énorme pour tous les exclus de la culture, pour tous les malmenés de l'existence. C'est un véritable réconfort, oui, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Je crois que le conte redonne leur dignité à ceux qui l'ont perdu. Ça, j'en suis persuadée. Et là, j'ai un exemple précis. Une seule fois, je suis allée raconter en prison. Ça a été d'ailleurs une épreuve terrible pour moi. À la prison de la Santé, notamment à Paris. C'est un univers étouffant, terrifiant. On m'a enfermé dans une salle avec 12 détenus, un peu de tous les âges. Je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient fait. Enfin, j'étais là, seule avec eux. J'ai raconté. Ils devaient eux aussi parler un petit peu, ils m'ont raconté des anecdotes, des blagues, enfin. Et à la fin,
Ils m'ont beaucoup remercié, avec beaucoup de déférence d'ailleurs, et il y avait un détenu qui était libanais, il avait dit qu'il était libanais, donc entre deux âges, il est venu me serrer la main avec beaucoup d'effusion, et il m'a dit « Madame, ça fait 5 ans que je suis dans cet établissement, c'est la première fois qu'on me considère comme un être humain. » Ben, ça m'a beaucoup ému, et même encore maintenant. J'avoue que là, je me suis dit que je ne perdais pas mon temps en racontant des histoires. Le conte, c'est aussi un éveilleur de conscience. C'est très très important. En fait, je pense que de tout temps, le conte a été un plaidoyer contre toutes les injustices, contre les violences, contre la misère. Il véhicule vraiment des valeurs morales. Et c'est un recours. Ça permet de supporter beaucoup de choses. Et puis grâce à la symbolique, là je pense aux événements actuels qui sont absolument horribles, quelquefois il y a des choses qu'on ne peut même pas supporter, qu'on ne peut pas regarder en face. Et je crois que la symbolique qui se trouve dans les contes merveilleux nous permet justement d'apercevoir ces choses-là, pas du tout de les accepter, mais de pouvoir les envisager, de les recevoir en quelque sorte, de les examiner. J'allais dire c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus beau métier du monde, je crois. Être conteur, oui, à tel point qu'on devient un personnage magique. Si on, comment dirais-je, si on réussit cette évocation, comment expliquer ça? Ce qui est très très paradoxal, très étonnant, c'est que les gens n'ont que nous à regarder, on est là devant eux, et ils voient l'histoire. Ils arrivent à nous oublier, on est là et on n'est plus là. Et c'est l'histoire qui se développe, c'est les images, ils voient tout cela dans leur tête. Comment expliquer ça? Et ça, c'est magique. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres métiers où on peut obtenir ça. Je ne sais pas. On n'est pas en représentation, on est là pour suggérer, pour faire travailler l'imaginaire des gens, pour les transporter ailleurs, les faire voyager. Mais c'est extraordinaire.